Bonjour les petits curieux et bienvenue sur ma chaîne. On a déjà traité ensemble la partie 1 du choc de civilisation de Samuel Huntington. Un lien se trouve en dessous de la vidéo si vous souhaitez le commander, ce que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas encore. Et maintenant nous allons traiter la partie 2 du livre, l'équilibre instable des civilisations. Si vous n'avez pas visionné la partie 1, je vous conseille d'abord de la regarder et de revenir sur cette vidéo ensuite pour les autres génériques. Donc la partie 2 commence avec le déclin économique de l'Occident. En 1750, la Chine représentait un tiers de la production industrielle mondiale. Un tiers. L'Inde, un quart. Et l'Occident, un cinquième. Donc l'Occident était plus faible que la Chine et l'Inde à cette époque. Ensuite, l'Occident a rattrapé la Chine et l'Inde et a même pris une avance considérable. Mais les choses ont changé comme vous le savez aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 2018, la Chine est redevenue la première nation manufacturière au monde. 2 siècles et demi après, la Chine a retrouvé la place qu'elle occupait avant. C'est pour ça que certains appellent la Chine et l'Inde les pays réémergents. Il dit également qu'en 2020, il y aura seulement 3 pays occidentaux dans le top 5 des économies mondiales. On est presque en 2020, donc on peut vérifier ces dires. C'est vrai en ce qui concerne le PIB nominal, donc il s'agit des États-Unis, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Mais si on prend le PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en prenant en compte le niveau des prix, il n'y a plus que 2 pays occidentaux dans le top 5, les États-Unis et l'Allemagne. Les 3 autres sont la Chine, le Japon et l'Inde. On se rend bien compte du déclin relatif de l'Occident face à la Chine. Il est aussi intéressant de noter qu'il regrette que la technologie se diffuse et qu'il pense qu'il faut la bloquer, même si cela est difficile. Donc on voit qu'il n'est pas content de la réémergence de l'Asie, et que son but est que l'Occident reste numéro 1. Il dit aussi que la Chine redeviendra la première puissance économique mondiale, ce qui est fait aujourd'hui. En parité de pouvoir d'achat, la Chine est la première puissance économique mondiale. Il dit aussi que dans le futur, ce ne sera pas uniquement les pays occidentaux qui décideront de la marche à suivre dans le monde, mais les dirigeants des pays phares de chaque civilisation. Avec le recul, on se rend compte que c'est vrai. On a élargi le G8 au G20. Il y a aussi beaucoup de discussions pour réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il affirme également que le développement culturel suit le développement économique. C'est ce qui s'est passé en Europe. Il s'agit donc de l'art, des idées, etc. Et plus l'Occident décline, plus son soft power décline. Le soft power est la manière de convaincre de manière douce, en jouant donc sur la séduction. Je pense qu'il avait tout à fait raison. Aujourd'hui, on se rend compte que les valeurs, les idées de droits de l'homme, de libéralisme et de démocratie sont remis en cause un peu partout dans le monde. Et ça, selon moi, c'est le résultat du déclin de l'Occident et de la montée de la Chine, qui est un État autoritaire. Avant, les pays non occidentaux luttaient contre l'Occident en utilisant les valeurs occidentales, d'autodétermination, de libéralisme, etc. Et maintenant, ils attaquent ces valeurs et ils s'indigénisent, c'est-à-dire qu'ils retournent à leur culture ancestrale, le confucianisme, l'islam, l'hindouisme. Ça c'est vrai, on se rend compte dans les pays non occidentaux qu'il y a un repli identitaire, nationaliste ou religieux, et aussi en Occident même, mais ça c'est une autre question. Et c'est via la démocratie occidentale que des nationalistes anti-occidentaux accèdent au pouvoir. Et la démocratie est donc, au lieu d'être un facteur d'ouverture, un facteur de repli. Et ça, c'est très intéressant à analyser. Il y a donc un processus qu'il appelle indigénisation. Cela veut simplement dire que les pays, les peuples, les élites non occidentaux se tournent de moins en moins vers l'Occident et retournent de plus en plus vers leur culture, vers leurs racines. Avec cette logique, il avait prévu qu'en Afrique du Sud, les élites noires occidentalisées post-apartheid seront remplacées par des nationalistes se voyant d'abord comme africains, et non plus comme un pays occidental. Je crois qu'avec le recul, on peut encore une fois lui donner raison, avec l'émergence du parti EFF, Economic Freedom Fighters, noirs nationalistes, et l'expropriation des fermiers blancs. Également avec la Coupe du Monde en 2010, où le pays avait beaucoup joué sur la carte africaine. Il disait aussi que ça sera la fin du règne des valeurs occidentales. Là, je pense qu'il a raison, donc les valeurs occidentales existent toujours, ont encore beaucoup d'influence, mais perdent du terrain face au modèle chinois autoritaire. Nous avons parlé du déclin économique et culturel de l'Occident, passons maintenant au déclin militaire. Pour l'auteur, le déclin économique se transformera en déclin militaire, car la puissance des autres armées augmentera. Ça c'est tout à fait vrai, des pays comme la Russie et la Chine ont explosé leur budget militaire ces 10 dernières années. Ils prévoyaient une baisse du budget de l'armée américaine, mais le 11 septembre est passé par là, et depuis cette date, ils ont beaucoup augmenté leur budget de défense. Mais il avait prévu l'augmentation du budget militaire des autres pays, et surtout la Chine. Avec le recul, il a eu raison. Entre 2000 et 2016, officiellement, le budget militaire chinois a augmenté de 423%. 423%.
Ils prévoyaient également qu'ils développeraient eux-mêmes leurs produits, leur propre matériel, ce qui est tout à fait exact. Il avait peur de la diffusion nucléaire au milieu des années 90. Aujourd'hui, 2 pays, l'Iran et la Corée du Nord, posent problème au niveau nucléaire. Je ne sais pas si on peut parler de risque de diffusion. Je ne suis pas expert en la matière. Il faut savoir que la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, a mobilisé 75% de l'aviation tactique américaine et une grande part du reste du matériel. Il dit que l'Amérique n'a plus les moyens de faire la guerre à des puissances régionales, alors qu'elle n'a pas arrêté ces 15 dernières années à faire la guerre au Moyen-Orient. Afghanistan, Irak, Syrie. Il faut savoir que les États-Unis ont dépensé 2000 milliards de dollars dans les guerres depuis le 11 septembre 2001. Donc je répète, 2000 milliards. On a du mal à se représenter une somme pareille. Pour vous donner une petite idée, il s'agit du PIB du Brésil, la richesse nationale du Brésil. Sans compter les coûts humains, bien sûr, pour les Moyen-Orientaux, les soldats américains et le prestige moral des États-Unis et de l'Occident. Guerre officiellement au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Personnellement, je crois que c'est ce qui a précipité le déclin d'Occident dans le monde. Après avoir parlé d'Occident, passons maintenant aux autres civilisations. On va parler d'Asie. Il y a tout un chapitre qui s'intitule « Affirmation de l'Asie ». Fini l'époque où Occident est égal richesse et le reste du monde est égal pauvreté. Croissance phénoménale en Asie. Il disait déjà cela au milieu des années 90. Il prévoyait déjà à l'époque que la Chine deviendrait la première puissance économique mondiale, ce qui est déjà le cas en parité de pouvoir d'achat. Bizarrement, lorsqu'il parle d'Asie, il inclut la Malaisie et l'Indonésie, alors que dans la première partie, on a bien vu qu'il a inclus la Malaisie et l'Indonésie dans la civilisation islamique. Il prévoyait également que l'Asie aura 4 des 5 plus grandes économies mondiales et 7 sur les 10 premières économies à l'horizon 2020. Vu qu'on est presque en 2020, j'ai vérifié. En parité de pouvoir d'achat sur les 5 premières économies, il y a 3 pays asiatiques, la Chine, le Japon et l'Inde, en parité de pouvoir d'achat. Et sur les 10 premières économies mondiales, seulement 4 sont asiatiques, avec la Chine, le Japon, l'Inde et l'Indonésie. L'Indonésie est la 7e puissance économique mondiale, ce que je ne savais pas. Il y a également 2 pays non occidentaux, la Russie et le Brésil. Et il y a 4 pays occidentaux, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Avec le développement économique, la confiance en soi augmente. Il y a aujourd'hui un fort nationalisme en Chine, tout comme il y avait un fort nationalisme au Japon après leur succès économique. Il dit aussi que Confucius est revenu à la mode en Chine. C'est vrai, en 2018, ils ont érigé la plus grande statue de Confucius au monde. Il dit que les pays asiatiques se voient de plus en plus comme asiatiques. Il parle aussi des valeurs asiatiques de Lee Kuan Yew. Il s'agit d'une idéologie politique prônant des valeurs asiatiques qui seraient supérieures aux valeurs occidentales. Singapour et la Malaisie étaient très en pointe à ce sujet. Lee Kuan Yew, qui était président de Singapour, prenait comme valeur l'ordre, la discipline, la responsabilité familiale, le travail, le collectivisme et la sobriété, qui seraient en opposition avec les valeurs occidentales de complaisance, c'est-à-dire désir d'être agréable, de satisfaire, la paresse, l'individualisme, la violence, la sous-éducation, le manque de respect pour l'autorité et ce qu'il appelle l'ossification mentale. C'est intéressant de voir comment d'autres peuples nous voient. Huntington pense qu'ils veulent rendre les valeurs asiatiques universelles. Il dit que l'Asie est unie par le confucianisme, la primauté du groupe et l'autoritarisme. Alors que dans le découpage des civilisations, sur sa carte, il a divisé l'Asie en plusieurs parties, l'Asie confucianiste, l'Asie hindoue, l'Asie bouddhiste, l'Asie musulmane. Il dit aussi que l'intégration économique de la région va s'intensifier, ce qui est juste. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'ASEAN plus 3. Donc l'ASEAN est l'association des pays d'Asie du Sud-Est, plus 3, c'est-à-dire plus la Chine, le Japon et la Corée. Il dit aussi qu'il faut faire attention parce qu'il s'agit d'un contre-modèle pour l'Occident et qu'il séduit des pays. Il cite le Chili, l'Iran et la Turquie. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Turquie, on se rend compte que ce pays se dirige vers un modèle autoritaire asiatique, alors que par le passé, ce pays était totalement tourné vers l'Occident. Le consensus de Pékin remplace de plus en plus le consensus de Washington. Huntington a également traité ce qu'il appelle la revanche de Dieu, c'est-à-dire le retour en force des religions. Un petit exemple, à Moscou, en 1988, il y avait 50 églises orthodoxes. En 1993, 250 églises orthodoxes. Donc ça veut dire que ce nombre a été multiplié par 5 en 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai fait des recherches, il y a 320 paroisses orthodoxes. Donc on est passé de 50 en 1988 à 320 en 1993. Même chose en Amérique du Sud et en Corée du Sud. Mais là, ce n'est pas la religion ancestrale, la religion traditionnelle de ces pays-là, mais plutôt une religion importée, la religion protestante évangélique.
Le nombre de protestants explose en Amérique du Sud et également en Corée du Sud. Dans les années 50, la Corée était un pays quasi intégralement bouddhiste et aujourd'hui la moitié de la population est chrétienne, avec de plus en plus d'évangélistes. Il donne des explications en disant que la religion protestante était plus adaptée à la situation que vivaient les gens, etc. Pour tous ces détails, je vous conseille de lire le livre. Il disait déjà à l'époque, dans les années 90, que la revanche de Dieu était bien plus importante dans les pays musulmans. En Asie centrale, c'est-à-dire dans l'ex-bloc soviétique, en 1989, il y avait 160 mosquées en activité et une seule madrasa. Ce sont les écoles coraniques, les universités islamiques où on forme les théologiens musulmans. Et en 1993, seulement 4 ans plus tard, il y avait 10 000 mosquées et 10 madrasas. Donc le nombre de mosquées est passé de 160 à 10 000 et de une seule madrasa, on est passé à 10. Il explique la revanche de Dieu par une modernisation ultra rapide, par l'exode rural, par les pertes de repères, etc. Pour le détail, il faut lire le livre, les amis. C'est une réaffirmation des valeurs traditionnelles et les religions répondent aux besoins sociaux et d'éducation de la population. Il dit qu'on n'assiste pas à la modernisation de l'islam, mais l'islamisation de la modernité et que les islamistes, les musulmans ne sont pas anti-modernes, car ils sont pour la science et la technologie. Je trouve ça très intéressant parce que les médias nous vendent tout le temps le contraire en disant que les religieux sont archaïques, moyenâgeux, qui sont contre la modernité, alors qu'en Iran, la science et la technologie occupent une grande place dans la société et les femmes sont très éduquées. Les religieux n'hésitent pas à utiliser les technologies, Internet, la télévision par satellite et autres pour diffuser leurs messages. Ils ne sont donc pas anti-modernes, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils acceptent la modernité mais refusent la culture occidentale, ce qui est différent. Il dit que le fondamentalisme musulman n'est qu'une composante de la montée de l'islam et que c'est un mouvement beaucoup plus profond. Il explique la montée de l'islam par des associations religieuses qui ont investi dans le social et que grâce à ça, c'est devenu la seule opposition structurée. Avec l'augmentation de l'éducation et l'augmentation des jeunes, car oui, l'alphabétisme augmente beaucoup dans les pays musulmans, contrairement à ce qu'on peut penser. Le nombre de jeunes également augmente, et ces deux facteurs réunis, c'est-à-dire de plus en plus de jeunes et de plus en plus de jeunes éduqués, conduiraient à beaucoup de troubles dans les pays musulmans, à l'augmentation de l'islamisme, de révoltes, voire des révolutions. Et là, franchement, on ne peut que lui donner raison. Et il a dit ça au milieu des années 90. C'est pour ça que Huntington est une référence. Il a aussi prévu que l'augmentation de nombre de jeunes fournirait beaucoup de recrues aux migrations. On est en plein dans l'actualité là. Conclusion sur l'équilibre des civilisations. L'Occident est encore numéro 1 dans le monde, mais sa puissance relative baisse face à l'Extrême-Orient et les pays musulmans. La puissance de l'Inde augmente et l'islam est de plus en plus hostile à l'Occident. Huntington avait déjà remarqué que la Chine était la plus grande menace pour l'Occident et que la remontée en puissance de la Chine engendrerait une affirmation culturelle et un rejet de l'Occident. Il affirme aussi que les musulmans et les asiatiques clament la supériorité de leur culture contrairement aux autres civilisations non occidentales. Personnellement, je ne sais pas d'où il tire ça. Il ne met pas de source. Donc il a clairement ciblé 2 ennemis pour l'Occident, 2 dangers. L'Asie avec son développement économique et les pays musulmans avec leur développement démographique et la mobilité sociale. Le déclin pour lui est un processus lent. Il s'agit d'une courbe en S inversée, c'est-à-dire faible au début et ensuite très vite, et ensuite une remontée et une redescente, etc. Donc c'est un processus très lent. Il dit aussi que le niveau de vie des autres peuples augmente, espérance de vie, revenus par habitant et autres. Ce qui est vrai, il suffit de regarder l'évolution de l'IDH dans le monde. Il semble que l'Afrique subsaharienne qui semble rester en retraite de ce phénomène, ce qui est une bonne chose en soi, qu'il y ait moins de misère et de pauvreté dans le monde. Mais cela fait peur à Huntington. Il dit aussi que le vieillissement de la population augmente en Occident, mais cela aussi vrai en Asie, et bien plus encore au Japon, en Corée et en Chine. Je vais vous citer un passage du livre, page 191. Vers 2020, 60 ans après cet apogée, l'Occident contrôlera sans doute 24% environ des territoires mondiaux, au lieu de 49%, 10% de la population mondiale au lieu de 48%, 15 à 20% des populations sujettes à la mobilité sociale, près de 30% du produit économique brut mondial au lieu de 70%, peut-être 25% des exportations de biens manufacturés au lieu de 84% et moins de 10% des combattants au lieu de 45%. Bon, il s'est un peu trompé sur les projections, mais on sent que le monde échappe à l'Occident et ça lui fait peur. Il dit aussi que le développement économique de l'Asie n'est pas infini et que le développement démographique des pays musulmans également n'est pas infini. Ce qui est vrai, ça a déjà beaucoup baissé. Que la quasi-guerre avec l'islam deviendra la guerre froide ou la paix froide.
Bon, la quasi-guerre est devenue la guerre tout court après le 11 septembre, mais il est optimiste sur les relations entre l'Occident et l'Orient dans le futur. Il dit aussi que l'Asie s'affirmera dans les affaires du monde, qu'elle sera peut-être plus démocratique, mais pas forcément plus occidentale, et qu'il y aura sans doute des changements dans les institutions internationales, ce qui a déjà commencé avec le G20. On est passé du G8 au G20 maintenant. Il dit également que les plus gros défis pour les pays occidentaux sont le développement économique de l'Asie et la montée démographique de pays musulmans. Il a eu tout à fait raison de dire ça au milieu des années 90, mais en 2018, je pense que le plus gros défi démographique du monde, pas uniquement de l'Occident, sera le développement démographique des pays africains, Afrique subsaharienne, puisque la plupart des pays musulmans ont déjà opéré leur transition démographique et sont aux alentours de 2, 2,5, et que les pays africains sont aux alentours de 5, 6 enfants en moyenne par femme. Et ça, c'est un défi énorme pour l'humanité. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et également sur Discord si vous voulez discuter des prochaines vidéos et du développement de la chaîne. Je vous conseille vraiment d'avoir ce livre chez vous, dans votre bibliothèque. Un lien se trouve en dessous de la vidéo si vous voulez le commander sur Amazon. On se retrouvera pour la troisième partie. Prenez bien soin de vous. Au revoir.